présente, je m'appelle Florian Guiblin, je suis doctorant à Aix-Marseille School of Economics, et c'est ensemble qu'on va avoir ces 12 séances de principes d'économie lors de ce semestre. Alors, on va commencer par une présentation générale du cours, comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on va y faire. Notamment, je vais vous montrer la plaquette. Alors, la plaquette, je ne les ai pas là tout de suite, j'irai vous les chercher tout à l'heure, on fera une petite pause, j'irai vous les chercher. Ensuite, on commencera tranquillement le cours par son introduction, et ça sera suffisant pour aujourd'hui. Donc, ce cours de principes d'économie qui va être au final une introduction à l'économie, comment ça va se dérouler? On va avoir 12 séances de 2 heures chacune. Donc ça va nous emmener jusqu'à début décembre. Et puis vous aurez les partiels après cela. Alors en général, c'est avant les vacances. Le calendrier n'est pas encore fait, donc je ne peux pas vous dire avec 100%, mais en général, c'est ça. On va avoir 3 parties. On va avoir une première partie où on va introduire ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait. Ensuite, dans cette introduction, on verra comment l'économie s'est développée au fil des siècles, quelles sont les idées qui ont pu émerger. Puis, dans un second chapitre, on ira voir plus précisément les bases du fonctionnement économique, de la façon dont on réfléchit en économie, quelles sont les bases, comment ça fonctionne, quelles sont les hypothèses sur le comportement des gens, sur la façon dont les gens échangent entre eux, comment ça se passe. C'est ça qu'on étudiera tout au long de ce second chapitre. Et puis, le troisième chapitre, qu'on traitera selon le temps qu'on a, on rentrera plus dans le détail de comment l'individu réfléchit, comment il prend des décisions, notamment avec une approche un petit peu plus hypothétique, un petit peu plus abstraite, un petit peu plus mathématisée que ce qu'on aura pu voir dans le chapitre précédent. Alors ça peut faire peur à certains d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, ça ira. Et puis dans la plaquette, vous avez également un chapitre 4, mais je vous le dis d'ores et déjà, on n'aura pas le temps de le traiter. Donc bon, ça sur le producteur, donc ça plutôt l'aspect comment les entreprises prennent des décisions, c'est quelque chose que vous verrez plutôt lors de la deuxième année de licence. Donc ce cours, dans cette plaquette, vous trouvez également quelques informations pratiques, des informations sur le partiel. Alors le partiel, comment il se passe? En temps normal, le partiel est composé de 3 parties. Une première partie avec des questions de cours, donc des définitions qu'on aura vues au cours de ce semestre. Là, vous savez pas, c'est quelque chose de relativement simple. Également des exercices d'application sur ce qu'on aura vu, notamment ce qu'on aura vu lors du deuxième chapitre. Ça, des exercices, des exemples d'exercices d'application que vous en avez dans la plaquette. On en fera certains ensemble. Et quelquefois, je vous dirai, bon, bah, pour la séance suivante, préparez tel exercice et on le corrigera, on prendra une vingtaine de minutes pour le corriger, voir si vous avez compris ou non. Et enfin, une troisième partie avec des questions de réflexion. Enfin, une question de réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'une question de réflexion? C'est une espèce de mini-dissertation. Oui. C'est une espèce de mini-dissertation. On vous pose un problème. Donc l'année dernière, par exemple, c'était est-ce que le mécanisme des prix, tel que déterminé par le marché, est juste et efficace? On verra au cours de ce semestre des façons de répondre à cette question. Hein. Donc ça, c'est en temps normal. Il se trouve que l'année dernière n'était pas en temps normal, les examens n'ont pas eu lieu lors du premier semestre en présentiel, mais ils ont eu lieu à distance. Donc on a dû changer les modalités de l'examen. L'année dernière, on a fait 2 questions
vous donnerai un exemple, notamment par exemple à la fin de ce chapitre, je poserai une petite question de réflexion que vous pouvez préparer dans le fond si vous le souhaitez. Donc ça c'est pour le partiel. Ce sera la seule évaluation que vous aurez sur cette matière. Dans la plaquette, vous trouvez également des méthodologies de travail, qu'est-ce que vous devez faire. Important, c'est lire le texte de la plaquette, lire les textes de la plaquette. C'est pas où la plaquette est court, c'est la plaquette et le cours. C'est complémentaire. Ça va ensemble. Et de manière générale, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous fassiez preuve de curiosité. C'est-à-dire que vous ne vous contentiez pas de ce que je vous raconte, de ce que vos autres enseignants vous racontent de manière globale, mais que vous alliez chercher des informations, que vous alliez chercher par vous-même des choses, du savoir, des connaissances, en lisant des manuels qu'on va voir, qu'on commande, en lisant des livres, en lisant des articles de presse, ou en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, en regardant pourquoi pas des lives Twitch, si ça existe en économie ou dans d'autres matières, peu importe. L'important c'est que vous soyez curieux et curieuses. Ça c'est quelque chose qu'on va attendre de vous tout au long de votre cursus universitaire. C'est que vous alliez chercher par vous-même les choses, que vous fassiez comme ça, que vous fassiez votre propre avis, que vous puissiez mettre les choses en relation avec ce qu'on va voir pendant le cours. Vous dire, tiens, ce que je dis là, ça me fait penser à ce qu'on a vu dans le cours, mais du coup, est-ce que ça implique pas ça? Et ainsi, vous nourrissiez une réflexion qui soit la vôtre. Ça, c'est l'idée de l'université. Donc, dans les manuels de référence pour ce cours, vous avez le dolobraquet. Le dolobraquet, c'est quelque chose qui est très pratique, c'est que c'est disponible gratuitement en ligne. Comment vous y avez accès? Vous allez sur le site de la BU, enfin, vous allez sur le LT, vous cliquez sur l'onglet BU, vous recherchez cet ouvrage, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur le site de Dalloz. Vous cliquez sur le site de Dalloz, vous cliquez sur Connecter, et normalement, là, vous aurez accès à cet ouvrage gratuitement. Alors, comment il se présente? C'est plutôt une forme de pense-bête, ce livre. C'est-à-dire que c'est pas très exhaustif sur ce qu'on va voir en cours, c'est un rappel pour les notions. Ça vous permet de vous y retrouver un petit peu si jamais vous êtes perdu, mais vous n'aurez pas toutes les explications nécessaires à la compréhension. Ces explications, vous les trouverez plutôt dans le second ouvrage, le principe d'économie, ce qu'on appelle le MONQ, qui est l'ouvrage de référence par rapport à ce cours. C'est l'ouvrage le plus complet, c'est l'ouvrage qui est plébiscité par quasiment 95% des enseignants en économie en première année. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez trouver à la bibliothèque universitaire. Évidemment, en exemplaire limité, donc vous ne pouvez pas toutes et tous le consulter en même temps, mais au moins, essayez de le lire, essayez de le consulter au moins une fois pour voir ce que ça donne. Vous avez deux autres ouvrages qui sont tout aussi intéressants, mais ce n'est pas ceux sur lesquels on s'appuie le plus, mais ça peut être intéressant. Par exemple, si le MONQ est plus disponible, d'aller lire un de ces deux autres livres. Après, sentez-vous libre d'aller consulter d'autres ressources que celles indiquées ici. Des ressources également, vous en trouverez sur le site Amitis, sur la page du cours, principe d'économie. Nous, ce qu'on va voir dans ce cours-là, les documents, les slides du cours, ça sera disponible sur le site Amitis. Il faut aller tout en bas de la page. Vous trouverez une partie marquée cours de Florent Guillain. Là, vous trouverez les slides, tout ce que je vous donnerai à lire ou quoi que ce soit. Ça sera dans cette partie-là que vous y trouverez. Maintenant, sur la page Amitis, vous avez d'autres ressources. Vous avez des livres un petit peu plus de vulgarisation entre guillemets d'économie, des livres un peu plus grand public qui peuvent vous être conseillés. Je crois qu'il y a des vidéos également qui sont disponibles, donc allez regarder ces ressources. Également, vous trouverez un petit QCM,
qui vous permet de tester vos connaissances, qui vous donnera à la fin une note indicative, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une note qui est prise en compte en note moyenne pour le partiel, c'est quelque chose que vous faites si vous avez envie. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est simplement pour vous aider, pour vous tester, savoir où vous en êtes. Et je crois que on a des questions là-dessus ou pas? Cette présentation, non? Ok. Donc on va commencer. On va commencer. Ah oui, donc je vous ai mis mon adresse mail, si jamais vous avez besoin de me contacter pour le cours, florian.guillain@toulouse-amu.fr. Faites attention, si vous me contactez, j'ai également encore une adresse etu.uni-amu que je ne consulte plus. Donc, c'est bien cette adresse-là qu'il faut utiliser. Si vous utilisez mon adresse étudiante, il y a très peu de chances que vous répondiez. Donc, on va commencer ce cours par le premier chapitre, l'introduction. On va regarder qu'est-ce que c'est que l'économie et de quoi ça parle, le domaine de l'économie. Et la première chose qu'on va voir, c'est que l'économie, c'est la satisfaction des besoins face à des ressources rares. Ah oui, une chose, je vous ai testé. J'ai tendance à parler vite, ça. J'essaye de laisser le rythme, mais bon, ça peut m'arriver. Donc si jamais ça va trop vite pour vous, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que j'ai expliqué trop vite, sur lequel il y a besoin de revenir, qu'il faut simplement répéter, n'hésitez pas à me le demander. C'est la base de mon travail, c'est la répétition, la base de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, ne vous sentez pas coupable ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire, monsieur, j'ai pas compris, monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît, etc. Il n'y a pas de problème. Donc la satisfaction des besoins face aux ressources rares. L'espèce humaine, l'être humain, est un animal qui éprouve des besoins. On verra qu'est-ce qu'on entend par besoin plus tard. L'être humain éprouve des besoins. Mais les ressources disponibles pour satisfaire ces besoins, les choses dont on a besoin pour satisfaire ces besoins, sont disponibles en quantité limitée. Les ressources disponibles pour satisfaire les besoins de l'être humain sont disponibles en quantité limitée. Elles sont rares. Et ça, ce petit problème-là, ça va être la base de l'économie. L'être humain a des besoins qu'il doit satisfaire à partir de ressources rares. Ça va être la grande question à laquelle va s'attaquer l'économie. Et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce semestre. Mais tout d'abord, on va commencer par définir la notion de besoin. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de besoin? Qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, on va le définir comme étant le sentiment, la sensation de devoir se procurer, de devoir acquérir quelque chose dans le but d'améliorer son bien-être, d'améliorer sa satisfaction, dans le but de se sentir mieux. C'est ça un besoin, c'est ce sentiment qu'il nous faut quelque chose
aller mieux, d'une sentir mieux. Autrement dit, le besoin, c'est un état, on pourrait qualifier un état de manque, mais c'est aussi un état de désir. Il nous faut quelque chose pour aller mieux. Et donc, on va distinguer deux. Oui. Ou un sentiment de désir. Donc, on va distinguer deux types de besoins. D'une part, les besoins physiologiques. Et d'autre part, les besoins de civilisation. Deux grands types de besoins, besoins physiologiques, besoins de civilisation. Qu'est-ce qu'on entend par besoins physiologiques? Les besoins physiologiques, ce sont ceux qui sont liés à la survie de l'être humain. Ce sont les besoins en lien avec la survie de l'homme, de l'être humain en tant qu'être vivant. Donc ça va être boire, manger, se couvrir du froid, respirer. Tout ce genre de choses sans lesquelles on mourrait. Ça, ce sont les besoins physiologiques et ils sont en nombre limité. On peut les compter, ces besoins. Les besoins physiologiques, on n'a pas un nombre incroyable. Et puis, vous avez donc les besoins de civilisation. Les besoins de civilisation, eux, sont en nombre limité. Et les besoins de civilisation, qu'est-ce que c'est? Ce sont les besoins qui sont en lien avec la culture, avec le progrès économique, le progrès technique, le niveau technologique dans lequel on vit, la société dans laquelle on grandit. Ça, ce sont les besoins de civilisation, qui dépendent donc d'où l'on est, d'où l'on vit. Donc par exemple, un besoin de civilisation, ça va être le fait d'avoir une voiture de luxe. Ça va être le fait d'avoir un certain jeu vidéo, d'avoir certains vêtements à la mode, d'aller manger dans tel ou tel restaurant en particulier. Ça, ce sont des besoins de civilisation. Ce sont des besoins qui dépendent de notre culture, qui dépendent de la société dans laquelle on est. Et ces besoins, eux, par contre, sont en nombre illimité. On ne peut pas dénombrer combien de besoins de civilisation il y a. Et donc, dans ces besoins de civilisation, on va voir l'importance de ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux. Les facteurs psychosociaux, ce sont tous ces facteurs qui vont influencer nos envies, influencer ce qui nous manque ou non, ce qu'on désire ou non. Dans les facteurs psychosociaux, on peut retrouver l'influence de la publicité, par exemple. La publicité va nous donner envie d'une chose plutôt qu'une autre. On va retrouver également l'importance de l'imitation, de la mode. Également, l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de montrer qu'on possède beaucoup, qu'on a de l'argent, qu'on est riche. Le besoin de montrer. Donc ça, ce sont des exemples de facteurs psychosociaux qui influencent les besoins de civilisation. Alors il se trouve qu'en économie, on a une hypothèse particulière par rapport aux besoins, au sentiment de besoin, c'est qu'on juge, on suppose que l'être humain est un être insatiable, qu'il a des besoins illimités, que peu importe la quantité d'eau qu'il va boire, il aura toujours soif. Que peu importe la quantité de biens qu'il va acheter, il en voudra toujours plus. Ça, c'est une des hypothèses de base sur le comportement de l'individu qu'on va faire en économie. On va juger que les besoins de l'être humain
sont illimités, qui ne sont jamais pleinement satisfaits. Et donc, ça pose un problème. On a des besoins limités, et dans le même temps, on a des ressources limitées. La quantité de biens et de services, on verra ce que c'est, qui permet de satisfaire ces besoins, est en quantité limitée. Donc, besoin limité face à quantité de ressources limitées, on a un problème ici. C'est ce problème auquel on va être confronté en économie. Et ce problème, l'être humain va le résoudre, entre autres, en travaillant et en s'organisant. On a des besoins limités et des quantités limitées, ça rend nécessaire le fait de travailler et de s'organiser pour satisfaire ces besoins. Il se trouve que la nature, la planète, de base, répond à très peu de besoins de l'être humain, fournit en une quantité très limitée de ressources à l'être humain pour satisfaire ses besoins. Donc, puisque la nature ne fournit pas suffisamment de ressources pour satisfaire les besoins, l'espèce humaine doit s'adapter. Elle doit s'adapter à ce problème. Elle doit s'adapter notamment en travaillant et en s'organisant pour affronter cette rareté, pour la contourner, pour la surpasser. L'espèce humaine doit travailler, doit s'organiser parce que la nature ne fournit pas ces ressources. Il faut s'adapter contre ce manque. Il faut lutter contre cette rareté. Mais comment l'espèce humaine va faire? Elle va faire en produisant des biens et des services. Des biens et des services. C'est ce qu'on va produire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bien? Un bien, c'est quelque chose de matériel qu'on peut consommer, qu'on peut acheter, qu'on peut toucher. La table, ici, c'est un bien. Vos ordinateurs, vos tablettes, vos stylos, vos feuilles de papier, ce sont des biens. Là, ce que vous portez, ce sont des biens. Un service, c'est quelque chose, par contre, qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher. Le coût que je suis en train de vous prodiguer, c'est un service. Les réseaux de transport en commun, ce sont des services. Des livreurs à domicile remplissent un service. Donc un service, voilà, c'est quelque chose, c'est un bien immatériel. C'est quelque chose d'intangible, qu'on ne peut pas toucher. Donc l'humanité va produire des biens et des services. On va mettre en deux catégories. Les biens libres d'une part, libres, et les biens économiques d'autre part. Donc les biens libres, ce sont des biens qui sont disponibles en abondance dans la nature, gratuitement, sans qu'il y ait besoin de les transformer. Ils sont là. Ce sont des biens libres. Donc par exemple, dans les biens libres, on va retrouver l'air qu'on respire. On n'a pas besoin de transformer l'air pour respirer. Ça va être l'eau dans les sources. Ce genre de choses. Ils sont en abondance et ils sont gratuits. Mais ces biens libres peuvent, dans certaines conditions, perdre ces caractéristiques. Par exemple, à cause de la pollution, l'air qu'on respire est de moins en moins bon, de moins en moins pur, si bien que l'air respirable
pourrait perdre ses caractéristiques d'abondance, ses caractéristiques de gratuité. On vend des bonnes terres pures, dans certains pays ça existe, parce qu'il y a trop de pollution. Donc en cas de surexploitation de la nature, les biens libres peuvent cesser d'être des biens libres et devenir des biens économiques. De surexploitation de la nature. Donc les biens économiques, eux, ce sont des biens qui sont en quantité limitée, qui sont rares, et qui vont avoir une certaine valeur économique. Des biens rares qui ont une certaine valeur économique, valeur qui va trouver sa source soit dans l'utilité que ces biens procurent, soit dans le travail qui a été fourni pour les créer. Cette valeur économique, elle trouve sa source soit dans l'utilité que procure la consommation de ces biens, soit dans la quantité de travail qu'il a fallu pour les créer. Alors les biens libres en économie, on ne va pas forcément s'y intéresser. On va s'intéresser aux biens économiques parce que ce sont ceux qui ont une valeur économique. Les biens libres étant gratuits ne rentrent pas forcément, même si certains domaines étudient, mais ce ne sont pas les biens qu'on va étudier la majorité du temps. On va plutôt s'intéresser aux biens économiques. Donc les biens économiques, la majorité des ressources qui vont être utilisées par les êtres humains dans la production de biens et services sont des biens économiques. Et ces ressources, on va les ranger dans trois grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le capital. Le capital, en économie, on l'abrège avec un K majuscule. Donc Das Kapital en allemand. Donc un K majuscule, c'est l'abréviation du capital en économie. Le capital, qu'est-ce que c'est? Le capital, c'est un bien durable. En général, on va considérer durable comme étant plus d'un an. C'est un bien durable utilisé pendant le processus de production, mais qui n'est pas détruit pendant ce processus. On peut l'utiliser et l'utiliser encore. Pardon? Utilisé pendant le processus de production. Quand on produit des biens et services, le capital, on va pouvoir s'en servir et il ne va pas être détruit immédiatement. Donc, par exemple, ça va être le four d'un boulanger. Ça va être un camion pour livrer des marchandises. Ça, c'est du capital. C'est quelque chose qu'on peut se servir et qui ne va pas disparaître. En tout cas, pas rapidement. Ça, c'est le premier type de ressources. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le travail. Le travail, on l'abrège avec un L majuscule, comme labor en anglais. Donc le travail a un L majuscule. Quand on parle de travail en économie, on parle de travail humain. Pas le travail des machines, pas le travail des animaux, le travail humain. Qui est utilisé quand on produit des biens et services. Quand on produit des biens et services. Et enfin, la troisième catégorie, c'est celle des matières premières. Les matières premières, ce sont des produits initiaux qui sont transformés, qui sont détruits lors qu'on produit des biens et des services. Les matières premières, ça va être l'essence, ça va être le bois, ça va être la viande animale, pardon, quand on produit des biens et des services.
quelle classe. Peut-être que la matière première, elle ne dure pas. Donc voilà les trois types de ressources qu'on peut retrouver en économie, les trois catégories qu'on va étudier. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ces ressources sont disponibles en quantité limitée. Elles sont rares. Cette rareté, elle va imposer aux êtres humains, l'espèce humaine, il va falloir faire des choix, des sacrifices parce que les ressources sont rares. Ne pas faire n'importe quoi avec, ne pas faire tout ce qu'on veut. Il va falloir faire des choix. Et notamment des choix dans deux problématiques fondamentales de l'économie. De grandes questions que l'économie se pose sur les choix à faire. La première grande question, c'est ce qu'on appelle le problème de l'allocation des ressources. Le problème de l'allocation des ressources, c'est quels sont les biens et les services qu'on va produire. On a des ressources en quantité limitée, qu'est-ce qu'on produit avec? Quels biens et services on produit? En quelle quantité? Comment on s'en sert? Comment on les produit? Ça, ce sont les questions qu'on se pose dans ce problème d'allocation des ressources. Le deuxième grand problème, c'est celui de la répartition des ressources. La répartition des ressources. On a des ressources en quantité limitée, vers qui elles vont? À qui on les donne? Qui les utilise? Qui s'en sert? Comment on les répartit au sein de notre population? À qui on va donner les biens et les services produits? Comment on fixe les salaires? Comment on fixe les profits? Comment on fixe les taux d'intérêt? Autrement dit, à qui va l'argent? Comment il circule? Qui l'obtient à la fin? Ça, c'est le problème de répartition des ressources. Donc voilà les deux grands problèmes auxquels l'économie s'attaque. L'allocation des ressources et la répartition de ces ressources. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être en toile de fond du coup, ces deux grands problèmes. J'y ferai pas référence forcément à chaque fois, mais si jamais vous êtes perdu, si jamais vous dites, mais attendez, de quoi on est en train de parler là, je ne sais plus trop, essayez de revenir à ces questions. Essayez de revenir à ces problèmes. Attendez, là, est-ce qu'on est en train de parler d'allocation des ressources? Est-ce qu'on est en train de parler de répartition des ressources? De quoi on est en train de parler? Ça vous permettra de vous y retrouver un peu plus et de voir votre chemin. Donc, au final, si on doit résumer, qu'est-ce que l'économie? L'économie, c'est la façon dont des individus, dont des sociétés, va utiliser des ressources rares dans le but de satisfaire au mieux leurs besoins. La façon dont des sociétés, dont des individus vont utiliser des ressources rares pour satisfaire au mieux, satisfaire de la meilleure façon possible leurs besoins selon deux angles, l'angle de l'allocation des ressources et l'angle de la répartition des ressources.
C'est ça l'économie. C'est la façon dont on répartit, la façon dont on alloue les ressources, ces ressources rares qui doivent servir à satisfaire les besoins. Répartition. Donc, sur cette façon dont les sociétés, dont les individus procèdent, on peut faire trois grandes catégories d'organisation économique qui vont répondre à ce problème, à ces problèmes. Trois grands types. Le premier type d'organisation économique, ça va être l'économie de marché. L'économie de marché, ou ce qu'on appelle également le système capitaliste. Le système capitaliste, comment il fonctionne pour gérer ces questions? Les ressources sont allouées, sont réparties en fonction d'un processus qui vient de l'interaction entre les individus, des échanges entre les individus. Vous pouvez parler moins vite. Ok. D'accord. Donc les trois types d'organisation, je reprends là. Les trois types d'organisation économique. L'économie de marché, ou le système capitaliste. Le système capitaliste, la façon dont il va répondre à ces questions d'allocation et de répartition, c'est via un mécanisme où les individus échangent entre eux à travers ce qu'on appelle le marché, sur un marché. On verra comment ça fonctionne plus précisément dans la suite du cours. Et voilà la façon dont le système capitaliste va allouer, va répartir les ressources. Donc le système capitaliste, il va allouer et répartir les ressources grâce aux interactions entre les individus, interactions qui ont lieu sur un marché. Ça, c'est la façon de fonctionner du système capitaliste. Les individus échangent entre eux sur un marché, et c'est comme ça qu'on sait qui a quoi, comment on utilise les ressources, quels vont être produits, etc. Ça, c'est le premier type d'organisation économique. Deuxième type d'organisation économique, ce qu'on appelle l'économie dirigée. L'économie dirigée, ou encore système collectiviste. C'est notamment ce qu'on trouvait dans les anciens pays soviétiques, en URSS, dans le bloc de l'Est, etc. Donc le système collectiviste ou économie dirigée, la façon dont les ressources sont allouées et réparties, ça ne va pas être comme le système capitaliste avec des échanges entre les individus. Cette répartition et cette allocation va être décidée par l'État. Elle est centralisée, elle est dirigée par l'État, c'est ce qu'on appelle la planification. L'État planifie, c'est de la planification pour faire l'allocation et la répartition des ressources. Ça, c'est la façon de fonctionner de l'économie dirigée au système collectiviste. L'État décide quels sont les produits, à qui ça va, etc. Et enfin, le troisième type d'organisation économique, c'est ce qu'on appelle l'économie mixte. L'économie mixte, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que vous avez, dans certains domaines, une économie de type capitaliste, une économie de marché. Certains domaines, comme par exemple la production,
l'état, la production d'ordinateurs, la production de stylos, de papier, etc. Certains produits, certains biens et services vont être produits selon les mécanismes de l'économie de marché. Et puis, dans d'autres domaines, comme par exemple l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, on va être sur une économie dirigée. C'est l'État qui décide de ce qu'on produit, de qui a le droit ou non d'assister, d'utiliser les biens et les services. Donc l'économie mixte, on a certains domaines qui sont gérés à la façon capitaliste, certains domaines qui sont gérés à la façon collectiviste. L'économie mixte, en fait, c'est là les trois modèles que je vous ai donnés, les trois types d'organisation. On va dire qu'elle est un petit peu abstraite parce que on ne retrouve pas de pays où on n'a qu'un système capitaliste ou de pays où on n'a qu'un système collectiviste en fait. Là, aujourd'hui, tous les pays sont en fait en économie mixte. Mais là, cette typologie, ces trois types d'organisation, je vous les donne pour que vous ayez une idée des différents fonctionnements qu'on connaît et qui sont assez différents entre les différentes organisations. D'autres questions sur cette première partie sur qu'est-ce que l'économie? Ça va? Ok, donc, maintenant qu'on a défini l'économie, on va s'intéresser à comment on définit ce que c'est que la science économique. Qu'est-ce que la science économique? Comment on définit la science économique? Alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Quand on parle d'économie, quand on utilise le mot économie, le terme économie, il peut signifier deux choses différentes. Là, dans la première partie, on a posé la question qu'est-ce que l'économie? On a parlé de ce qu'on appelle un objet. Un objet, autrement dit, on a parlé de ce qui se passe dans le monde réel. On a parlé de la façon dont les gens échangeaient effectivement des biens, des services, comment on les produisait, etc. Comment ça se passait dans le monde réel. Ça, c'est un premier sens du terme économie. La façon dont les choses se passent en réalité. Ça, c'est un des sens du mot économie. Maintenant, l'autre sens du mot économie qu'on peut utiliser, c'est pour parler cette fois-ci d'une discipline universitaire, d'un domaine de recherche. C'est-à-dire qu'on va parler de cette discipline, de ce domaine, avec les méthodes scientifiques qui sont employées. Donc on va parler d'un domaine de recherche, d'une discipline universitaire, dans laquelle des méthodes scientifiques vont être employées pour étudier, pour apprendre des choses sur l'objet économique, sur ce qui se passe dans le monde réel. On va essayer, dans ces disciplines, dans ce domaine de recherche, d'apprendre des choses sur ce qui passe dans le monde réel, sur comment les choses fonctionnent dans le monde. En économie, on étudie l'économie. Mais le premier mot économie parle de la science économique, et le deuxième parle de ce qui se passe dans le monde réel. Et comment on fait la différence entre ces deux termes? Ça va être le contexte qui va permettre de faire la différence. Par exemple, si je vous dis, ou si vous entendez à la télévision ou dans les journaux, vous disiez l'économie française va mal, on ne parle pas de la science économique. On parle de ce qui se passe dans le monde. L'économie française va mal, ça veut dire qu'il y a du chômage, il y a de la pauvreté, ce genre de choses-là.
c'est quelque chose de très concret. Par contre, si vous entendez cette personnalité du monde économique a obtenu un prix, bon bah là, on va parler plutôt en général de la discipline économique. Donc c'est le contexte qui va vous permettre de faire la différence entre les deux sens du terme. Et il y a encore quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est ne pas employer le terme économie comme mettre de l'argent de côté. On ne dit pas, nous on n'utilise pas le terme faire des économies. On va plutôt parler d'épargne, d'épargner. Donc ça c'est un terme qu'on n'est pas utilisé dans le cadre de faire des économies, on ne s'en sert pas, on préfère le terme épargner. Donc ceci étant dit, sur la pluralité des sens du mot économie, on peut définir la science économique premièrement par ce qu'on appelle un paradigme. Donc on peut définir la science économique par un paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Un paradigme, c'est une représentation du monde, c'est une vision des choses, une représentation des choses, qui a une cohérence globale, une vision du monde qui est cohérente et qui s'appuie sur des découvertes scientifiques. Voilà ce que c'est qu'un paradigme. C'est une façon de voir les choses cohérente qui s'appuie sur des découvertes scientifiques. Donc par exemple, qu'est-ce que ça va être en économie? En économie, vous avez plusieurs paradigmes qui existent. Plusieurs visions du monde qui existent. Et puis, la plupart du temps, s'opposent. Sur lesquels il y a des désaccords. C'est plusieurs paradigmes. Notamment, vous avez un paradigme qu'on appelle le paradigme libéral. Le paradigme libéral, qu'est-ce que dit ce paradigme libéral, par exemple? Vous allez me dire, bon, il existe des lois naturelles, économiques. Il y a des lois naturelles économiques, notamment par le jeu du marché. Voilà ce que dit le paradigme libéral. Il existe des lois naturelles qui s'expriment par le jeu du marché. Et puis vous avez, par exemple, le paradigme radical. Le paradigme radical, lui, au contraire, dans le paradigme radical, on dit non, non, il n'y a pas de loi naturelle. Ce qui explique la façon dont les choses fonctionnent, ce qui explique la façon dont le monde tourne, ce ne sont pas des lois naturelles économiques, comme ce que dit le paradigme libéral, ce sont des rapports sociaux. L'existence de rapports sociaux entre les gens, rapports sociaux parfois conflictuels, parfois contradictoires, en opposition. Donc ces rapports sociaux vont expliquer la façon dont le monde tourne. Donc, par exemple, ces rapports sociaux, ça va être l'opposition entre maître et esclave. L'opposition entre travailleurs et capitalistes.
voilà deux exemples de paradigmes qui existent en économie. Deux grands paradigmes. Donc vous voyez qu'ils sont contradictoires. Un dit qu'il y a des lois naturelles, l'autre dit non, il n'y a pas de lois naturelles. Bon, autant les deux existent. On va voir pourquoi. Les deux existent ensemble. Maintenant, l'existence de paradigmes, ce n'est pas quelque chose qui est propre qu'à la science économique. Vous avez des paradigmes en physique, par exemple. Le paradigme en physique, c'était la gravitation de Newton. C'était un paradigme. Et puis, Einstein est arrivé, a présenté la relativité générale, et hop, on a eu un nouveau paradigme. Le paradigme, c'est, par exemple, l'évolution selon Darwin, en biologie. Donc, c'est pas propre à l'économie. Donc ça, c'est la première façon dont on peut aborder la science économique par un paradigme. Ensuite, on peut l'aborder par un objet et une approche spécifique. Donc, par un objet et une approche spécifique. On l'a vu, la science économique, elle s'intéresse aux activités économiques de l'espèce humaine. C'est à ça que la science économique s'intéresse, aux activités économiques que font les êtres humains. Dans ces activités économiques, on peut en trouver plusieurs, notamment on va en citer trois. Vous avez la production. Comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, etc. La production, alors ça va être le centre d'intérêt plutôt du paradigme radical. C'est plutôt les radicaux qui vont s'intéresser à la production. Donc les radicaux s'intéressent plutôt à la production quand les libéraux, eux, vont plutôt s'intéresser aux échanges entre les individus. Qu'est-ce qu'on échange, comment on échange? Les radicaux. Et les libéraux, eux, s'intéressent plutôt aux échanges. Est-ce qu'il y a des problèmes pour échanger? Est-ce qu'il y a des frontières, des droits de douane? Donc les libéraux vont s'intéresser plutôt aux échanges. Et une des autres activités économiques qu'on peut citer, c'est la consommation. Qu'est-ce qu'on consomme? Comment on consomme? Pourquoi on consomme plutôt ceci que cela? Et la consommation, tout le monde s'y intéresse. Il n'y a pas un champ particulier qui se focalise plus dessus que l'autre. Donc ça, c'est l'approche par un objet. Et donc on peut avoir une approche par également ce qu'on va appeler la source de la valeur économique. Selon quelle source a la valeur économique des biens et des services, on va avoir différentes réponses selon les auteurs, selon les penseurs en économie. Donc la valeur économique, elle peut avoir deux sources. Elle peut avoir, on va parler de la valeur utilité, d'une part, et on va parler de la valeur travail dans l'autre. La valeur utilité et la valeur travail. Donc la valeur utilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire, ce qui donne de la valeur au bien, c'est le fait que quand je le consomme, quand ça me procure de la satisfaction. Ça me procure une utilité. Le fait d'utiliser un bien
va combler un besoin, donc va procurer de la satisfaction. Et ça, c'est la source de la valeur de ce bien. Ça, c'est la valeur utilité. On aura l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est une première source de la valeur utilité. Je me sers d'un bien, je me sens mieux, donc ça a une valeur. Et l'autre source de la valeur travail, le travail est la source de la valeur, c'est-à-dire que la valeur d'un bien est définie par la quantité de travail qu'il a fallu pour le produire. Combien d'heures il a fallu pour produire cette œuvre, par exemple? Bon, bah, ça va définir sa valeur. Combien de personnes ont été nécessaires à la fabrication de la tour Eiffel? Ça va définir sa valeur. Quelle quantité de travail il a fallu pour produire le bien ou le service? C'est ça la source de la valeur économique. Si on adopte cette approche-là. Et vous voyez que ces deux approches, c'est pareil, elles ne marchent pas. La source de la valeur ne peut pas être elle utilité, elle travail. Il y a forcément une source qui supplante l'autre. Donc c'est pareil, on verra comment en économie on a répondu à cette question. Est-ce que c'est la valeur utilité? Est-ce que c'est la valeur travail qui est la plus forte? On verra ça dans la deuxième partie, notamment de l'introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est faire une pause, le temps que j'ai cherché les plaquettes, pause de 5 minutes. On y va, on va 5. On revient dans la salle. Fais confiance, mes affaires, je les laisse, on va pas.
économiste, c'est ça que fait un économiste. Et on va voir bien quel est le rôle d'un chercheur en économie, quel est le rôle de l'économiste. Donc le rôle de l'économiste, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert un économiste? Quel est son but? Le but d'un chercheur en économie, ça va être, en employant certaines méthodes, d'établir des lois économiques. D'établir des lois économiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire repérer dans le monde, dans l'histoire, repérer des régularités, des choses qui se répètent, qui reviennent, repérer des phénomènes qu'on observe régulièrement. Et donc en repérant ces régularités, en repérant ces phénomènes qui reviennent, ça va permettre à l'économiste de dire tiens, si ça revient, c'est peut-être qu'il y a une raison. Une loi économique. Donc voilà à quoi ça sert un économiste, quel est le rôle d'un économiste. Alors dans cette partie et dans les suivantes, on va avoir ce qu'on appelle une réflexion épistémiologique autour de l'économie. Réflexion épistémiologique. Et réflexion épistémiologique, qu'est-ce que c'est? Ça vient de épistémiologie. L'épistémiologie, c'est, si vous voulez, la science des sciences. La science des sciences, c'est-à-dire une discipline. L'épistémiologie, c'est une discipline dans laquelle on va étudier la façon dont notre société, ou dont des sociétés, en général, arrivent à fabriquer des connaissances. Comment on crée du savoir? Comment on sait des choses? Comment on découvre des choses? Comment on sait que les choses sont vraies? Comment on sait que les choses fonctionnent? Comment on crée de la connaissance? Quelles méthodes on emploie? Ça va être le champ d'étude de l'épistémologie. Réfléchir à comment une société, un groupe humain, à un moment donné, acquiert des connaissances, fabrique ses connaissances. Ça, c'est l'épistémologie. Et donc, on va avoir une réflexion sur comment, en économie, on fabrique des connaissances. Comment on établit des lois économiques. Par quelle méthode? Quels sont les enjeux? Quelles sont les difficultés? On va voir ça. Donc, l'économiste, il va utiliser principalement deux méthodes. Une de ces méthodes s'appelle la méthode inductive. La méthode inductive, l'approche inductive. L'autre s'appelle l'approche hypothético-déductive. Hypothético comme hypothèse. Hypothético-déductive, donc l'approche inductive, l'approche hypothético-déductive, ou juste l'approche déductive, les deux mêmes fonctionnent. L'approche inductive, l'approche hypothético-déductive. Les deux méthodes que l'économiste va employer pour créer de la connaissance. Alors commençons par l'approche inductive. Qu'est-ce que c'est que l'approche inductive? L'approche inductive, on parle d'observation, on observe des choses.
de ces observations va arriver à élargir, à monter et à en déduire une loi générale. On part d'observation, on part du particulier, on part de ce qu'on voit dans le monde, et à partir de ça, cette méthode va permettre de développer une loi générale. Alors comment ça marche? Il y a 4 étapes. Première étape, on va collecter des données. On regarde ce qui se passe. On collecte des données donc soit en observant le monde, soit en faisant des expériences. On collecte des données, ça c'est la première étape. On collecte des données, on regarde ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le monde, on fait des expériences, on a de l'information. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va analyser les données qu'on a récoltées. On va les analyser. On va les mettre en lien. On va se dire, tiens, ça va paraître en lien avec ça. Cette chose-là me fait penser à ça. On va les connecter. On analyse les données qu'on a récoltées. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, troisième étape, on va établir ce qu'on appelle une théorie. Une théorie, qu'est-ce que c'est? C'est une construction. Une théorie, c'est une construction logique d'explication d'interaction entre des éléments, donc une construction logique d'explication d'interaction entre des éléments qui va nous permettre de répondre à une question. Ça, c'est une théorie. C'est quelque chose qu'on va construire, un schéma, où on va faire interagir des choses ensemble. On va avoir des explications sur des phénomènes qui vont nous permettre de répondre à une question. Donc la troisième étape, on construit une théorie à partir de nos données. Données qu'on a analysées à l'étape 2, qu'on a récoltées à l'étape 2. Et enfin, quatrième étape, on observe ce que prédit notre théorie, les conséquences de notre théorie, et on regarde si ça colle avec les faits. Est-ce que ce que notre théorie prédit est conforme à ce qu'on observe dans la réalité? Est-ce que les conséquences de notre théorie sont conformes à ce qui se passe réellement dans le monde? Ça, c'est la quatrième étape. Donc, pour prendre un exemple, l'approche inductive. Première étape, collecte des données. Donc, je prends l'année 2017. Au hasard. Et j'observe. Je vois qu'en 2017, on a eu Neymar qui part du FC Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain. Pour une somme record de 222 millions d'euros. Je vois également que cette année-là, on est toujours dans la tendance de hausse des droits télévisuels pour diffuser du foot. J'observe également qu'à Barcelone, le 2 août, à 20h, il faisait 30 degrés Celsius. Et à Paris, le même jour, à la même heure, il en faisait 26. Voilà. Première étape, je prends les données, je les collecte, je regarde ce qui se passe. Deuxième étape, je mets en lien les choses. Bon, bah, Neymar est parti de Barcelone pour aller à Paris. J'ai les températures de ces deux villes à la même heure le 2 août. Il y a un lien. Le montant du transfert est sans doute en lien avec les droits télé. Cette hausse des droits télé. Donc voilà, je fais des liens.
une théorie. La question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on a un transfert record? Pourquoi ce transfert-là est le transfert record? Bon, je me dis que l'histoire de température, à moins que Neymar ait quitté Barcelone pour Paris parce qu'il préfère les soirs d'été un peu plus doux, je ne suis pas certain que ce soit ça. Peut-être plutôt la théorie, ça va être que la hausse des droits télé a permis ce transfert record. Il y a eu plus d'argent dans le football, donc il y a eu plus d'argent mis sur le transfert, donc on a ce transfert record. Ça, c'est la théorie. Qu'est-ce qu'elle implique, cette théorie? Elle implique que si on a le transfert record, ça veut dire que le championnat qui coûte le plus cher à diffuser, c'est celui dans lequel Neymar est. Ça serait le championnat de France de Ligue 1. Ça, c'est une prédiction de ma théorie. C'est des conséquences de ma théorie. Le championnat de France serait le plus cher à diffuser. Quatrième étape, je vérifie avec les faits. Bon, le championnat de France, c'est pas le plus cher à diffuser. Donc ma théorie, c'est pas la bonne. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà comment ça fonctionne, une approche inductive. On part de données qu'on collecte, on les met en lien, on fait une théorie, et on observe les prédictions de la théorie par rapport à la réalité. Ça, c'est l'approche inductive. Maintenant, l'approche hypothético-déductive. Comment on fonctionne? L'approche hypothético-déductive, l'approche inductive, je vous ai dit, on part du particulier pour aller au général. Là, c'est l'inverse. On part d'une loi générale qu'on va postuler, stipuler, et on va descendre vers les cas particuliers. Ça, c'est l'approche hypothético-déductive. On part du général pour aller vers le particulier. Il y a également 4 étapes dans cette approche. La première étape, on formule une hypothèse. Une hypothèse, c'est-à-dire une affirmation qu'on suppose vraie, mais on n'est pas sûr qu'elle soit vraie, cette affirmation. On suppose simplement qu'elle est. Donc on formule une hypothèse. Quelque chose qu'on pense vrai, mais on n'est pas certain que ce soit. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. À partir de cette hypothèse, on va formuler une théorie. Donc une théorie, donc on va réfléchir aux conséquences de l'hypothèse, on va réfléchir à ce que ça implique, quelles vont être les prédictions de notre théorie. À partir de l'hypothèse. Une deuxième étape, on fabrique notre théorie, on fabrique notre système logique autour de cette hypothèse, les conséquences, qu'est-ce que ça implique. On fabrique tout ça. Troisième étape, on va aller collecter des données. On va aller collecter des données, mais cette fois-ci, contrairement à l'approche inductive où on prenait un peu tout ce qui vient, cette fois-ci on sait ce qu'on fait. On sait quelles données on veut collecter. On veut collecter des données en rapport avec notre théorie, en rapport avec ce que prédit notre théorie. On veut des données en rapport avec notre système logique qu'on a construit autour de notre hypothèse. Donc on collecte des données, et on sait ce qu'on cherche. On sait quelles données on cherche, on sait de quelles données on a besoin. Donc on ne va pas à l'aveugle, on va récolter directement ce qu'on veut. Ça, c'est la troisième étape, avec des données ciblées. Et puis la quatrième étape, encore une fois, on regarde les prédictions de la théorie, on regarde les données, on compare. Donc on prend un exemple de l'approche hypothético-déductive.
Première étape, je formule une hypothèse. L'hypothèse, ça va être le sens du foot, c'est de marquer les buts. C'est une hypothèse. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais je vais supposer que ça l'est. Deuxième étape, je construis la théorie. Si le sens du foot, c'est de marquer les buts, logiquement, dans les équipes, je devrais retrouver que des buteurs, que des gens qui marquent. Logiquement, je devrais avoir les joueurs qui marquent plus de buts. Plus un joueur marque de buts, plus il va coûter cher. Mieux il va être payé. Voilà ma théorie, les implications de ma théorie, les implications de mon hypothèse. Quelles sont les prédictions? Troisième étape, je collecte des données, mais en sachant ce que je veux. Je collecte des données, je vais aller collecter les compositions d'équipe, je vais aller collecter le nombre de buts des joueurs, leur salaire, le prix des transferts, ce genre de choses. Et quatrième étape, je regarde, est-ce que vraiment dans les compositions d'équipe on a que des buteurs? Non. Il y a des défenseurs, il y a des gardiens. Est-ce que vraiment les joueurs, plus ils marquent de buts, plus ils coûtent cher? Pas forcément, parce qu'il y a des défenseurs qui coûtent plus cher que des attaquants. Est-ce que c'est forcément les mieux payés? Non. Donc voilà, ça c'est un exemple de fonctionnement hypothético-déductif. Je suis parti d'une hypothèse, j'ai fait la théorie, j'ai été collecter des données et je compare. Donc vous aurez pu remarquer que dans ces deux approches, il y a un point commun, c'est la quatrième étape. La quatrième étape, c'est toujours la même, c'est on prend les prédictions de la théorie et on compare avec des données. C'est ce qu'on appelle la phase de validation de notre théorie. La phase de validation. La phase de validation de la théorie, donc, cette quatrième étape, on compare les prédictions avec ce qu'on observe. Et donc, comment on détermine si une théorie est valide ou non, si une théorie est juste ou non, si une théorie est vraie ou non? Comment on détermine ça lors de cette quatrième étape, lors de cette phase de validation? Et il y a un chercheur, un philosophe des sciences qui a voulu répondre à ça, qui s'appelle Karl Popper. Donc Karl avec un K, Popper, P-O-P-P-E-R. Karl Popper, donc un philosophe des sciences autrichien qui a vécu au XXe siècle, qui a apporté une réponse à cette question qui fait aujourd'hui un peu autorité sur comment on sait si une théorie est vraie ou non. Et qu'est-ce que nous dit Karl? Karl nous dit, c'est ça. Si on voit que les prédictions de la théorie ne collent pas avec les données, si les prédictions de la théorie sont contraires à ce qu'on observe dans les données, dans les faits, dans le monde, la théorie est fausse. La théorie est fausse si ce qu'elle prédit, on ne le retrouve pas dans la réalité. C'est ce qu'on appelle réfuter une théorie. Le principe de réfutation réfute la théorie. Elle est fausse, elle est réfutée par les données. Les données ne sont pas en adéquation avec ce que prédit la théorie. Donc, une théorie est fausse, dire qu'une théorie est fausse, si ça ne colle pas avec ce qu'on observe, c'est que c'est faux. Maintenant, c'est un peu plus délicat en ce qui concerne le fait de savoir si une théorie est vraie. Si une théorie est vraie, c'est qu'elle n'est pas fausse. Ça veut dire que les données et les prédictions de la théorie collent, sont en adéquation. Il y a bien les prédictions de la théorie qui se retrouvent dans le monde réel. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que cette théorie est vraie
façon absolue. Est-ce que ça veut dire que cette théorie est vraie tout le temps, en tout lieu, dans tous les coins de l'univers? Eh bien, Karl nous dit non, pas forcément. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que les prédictions de la théorie et les données concordent que la théorie est vraie de façon absolue. Elle est vraie pour l'instant. Elle est vraie parce qu'on n'a pas réussi à montrer qu'elle était fausse. C'est ce qu'on appelle la corroboration provisoire. La corroboration provisoire, c'est le fait de dire pour l'instant cette théorie est vraie. La corroboration provisoire, c'est dire on n'a pas encore réussi à démontrer que cette théorie était fausse, donc en attendant, on va dire que c'est vrai. Après, il est possible qu'un jour, on découvre quelque chose qui la remet en question, qui démontre que c'était faux, au final. C'est possible, c'est arrivé à la gravitation newtonienne. La gravitation newtonienne, Newton établit des lois de la gravitation, ça marche ultra bien pendant plusieurs décennies, et puis il y a un moment où on trouve quelque chose avec lequel ça ne marche pas. Alors, les scientifiques réfléchissent dessus, et puis vous avez Einstein qui arrive avec la relativité générale. Et la relativité générale, eh bien, depuis, elle marche. Grâce à la relativité générale, on envoie des fusées dans l'espace, on a le système GPS. Donc pour l'instant, la relativité générale, elle est prête, oui. Oui, à ce moment-là, une théorie, elle n'est jamais vraie parce que c'est toujours sur un temps indéfini. Je veux dire, ça peut toujours changer à tout moment. À tout moment, quelqu'un peut trouver un nouveau truc et contrer la théorie. C'est exactement le principe de la corroboration provisoire, effectivement. C'est dire, pour l'instant ça marche, pour l'instant on n'a pas trouvé de choses qui mettent en défaut la théorie, qui nous disent ça c'est faux, donc on va considérer que pour l'instant c'est vrai. Après peut-être qu'un jour, quelqu'un arrivera et dira bah, la relativité générale d'Einstein ça marche pas en fait. J'ai quelque chose de mieux, on ne sait pas. Et c'est ce que nous dit Karl Popper, c'est dire pour l'instant c'est vrai. C'est la corroboration provisoire. Pour autant, il ne faut pas tomber dans une forme de relativisme. Il ne faut pas dire rien n'est vrai. Tout se vaut. La relativité générale, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis le début du XXe siècle qu'on s'en sert. Ça a permis d'envoyer des fusées dans l'espace, ça a permis de faire le système GPS en fraude. Bon, c'est quand même quelque chose de plutôt solide. C'est plus solide que si quelqu'un arrivait aujourd'hui et disait moi j'ai un truc qui contredit Einstein. Il faudra un peu de temps. Donc il ne faut pas tomber dans il n'y a rien de vrai, il n'y a rien n'est meilleur qu'un autre. Si, théories qui ont plus fait leur preuve. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces théories seront vraies. C'est simplement ça. Donc voilà en ce qui concerne le rôle, les méthodes de l'économiste. Donc maintenant qu'on a vu Maintenant qu'on a vu le rôle et les approches qu'elle a utilisées l'économie, on va voir les méthodes. Donc les méthodes de l'économie. Donc quels outils l'économiste va utiliser dans son travail? En économie, on va utiliser principalement deux choses. Premièrement, on va utiliser ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation, ou encore, oui. C'était des méthodes, mais là, quand je parle ici de méthode, c'est quelque chose de plus complet, c'est-à-dire comment, sur le papier, on coupe les choses. Avant, c'était des approches des méthodes de façon intellectuelle, comment on construit des lois, etc. Donc là, oui, c'est vrai que là, je parlais de méthode, mais là, c'est vraiment le travail quotidien, comment ça fonctionne. Donc les méthodes, donc,
la modélisation ou encore ce qu'on appelle la formalisation, c'est la même chose, modélisation, formalisation. Donc qu'est-ce que c'est? Modélisation, formalisation. En fait, on va construire un système simplifié par rapport à la réalité. On va construire un petit monde plus simple que le vrai monde, un système simplifié par rapport à la réalité, en étant très précis dans ce qu'on fait. Donc on va définir les termes très précisément, on va définir ce dont on parle très précisément. Donc on fait un monde simplifié mais très précis. On fait fonctionner, on fait tourner, et qui va nous permettre d'avoir des démonstrations, d'avoir des prédictions sur ce qui se passe. Ce petit monde, en fonctionnant, il va nous dire, ben voilà, il se passe ci, il se passe ça. Ça va être une prédiction de notre modèle. Alors, certes, c'est plus simple que le monde réel, mais ça nous permet d'isoler des phénomènes, d'isoler des choses, ça nous permet de raconter quelque chose, mais ça nous permet de faire des prédictions, ce qu'on appelle également des rétrodictions. Les rétrodictions, c'est ce qui aurait dû se passer auparavant. Prédiction, c'est dans le futur, rétrodiction, c'est dans le passé. Donc voilà, on utilise la formalisation, la modélisation, on fait une simplification du monde réel, très précis, qui va nous permettre d'avoir des prédictions et des rétrodictions. Donc ça, c'est la formalisation, ou modélisation. Et puis l'autre outil, ça va être ce qu'on appelle l'économétrie. L'économétrie. L'économétrie, l'économiste va utiliser des outils mathématiques pour quantifier des phénomènes, pour mesurer des choses. Donc, utiliser des outils mathématiques pour quantifier des phénomènes, mesurer ce qu'il se passe. Donc, par exemple, ça va être, on va essayer de mesurer de combien le PIB augmente si on augmente le salaire de tout le personnel soignant de 100 euros. Ça, avec l'économétrie, c'est quelque chose qu'on va essayer de quantifier. On va essayer de mesurer cette augmentation de PIB. Et donc l'économétrie, c'est précieux parce que ça permet, comme ça, de tester les prédictions des modèles. La formalisation nous permet d'avoir des prédictions grâce à des modèles. L'économétrie va nous permettre de tester ces prédictions en mesurant ce qui se passe dans le monde. Donc voilà les deux méthodes, les deux façons de faire que l'économiste utilise au quotidien dans ses travaux. Maintenant, on va parler des difficultés qui sont rencontrées par un chercheur en sciences économiques. Quels sont les problèmes qui se posent? Quelles sont les choses qui font que faire de la recherche en économie, c'est pas forcément la même chose que de faire de la recherche en physique. Et de façon générale, que faire de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est pas forcément la même chose que faire de la recherche dans des sciences, entre guillemets, dures. La première difficulté, c'est, comme je vous l'ai dit, l'économie, c'est une science humaine. L'économie, c'est une science humaine. L'être humain est à la base de ce qu'on étudie. C'est l'être humain
va échanger, qui va produire, qui va consommer. C'est un ensemble d'êtres humains qui va décider de comment on alloue et de comment on répartit les ressources. Donc l'être humain est à la base. Le problème, c'est que le comportement humain est quelque chose qui nous échappe dans sa grande partie. Il y a des choses qu'on connaît du comportement humain, mais il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'explique pas. Donc le comportement humain est quelque chose qu'on a du mal à représenter, qui est difficile de représenter. C'est quelque chose qui nous échappe encore. Et donc, pour représenter ce comportement humain, il va nous falloir faire des hypothèses. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit, en économie, on fait l'hypothèse que les besoins sont limités, que l'être humain est insatiable. L'être humain n'est pas forcément insatiable. Des fois, on est très satisfait, on arrête, à des moments, on va plus soif. On fait cette hypothèse quand même en économie que l'être humain est insatiable parce que c'est pour simplifier, c'est pour arriver à représenter ce comportement qu'il est difficile autrement d'étudier. Donc, étant donné que le comportement humain est, on va dire, incompréhensible pour sa grande majorité, il est nécessaire de faire des hypothèses. Des hypothèses forcément simplificatrices, qui vont forcément simplifier la réalité. Et si on simplifie la réalité, forcément, on oublie des choses, on passe à côté de certaines choses. Donc ça, c'est un des problèmes rencontrés par non seulement les économistes, mais les chercheurs en sciences humaines. Forcément, on va passer à côté de certaines choses parce qu'on est obligé de faire des hypothèses réductrices, simplificatrices. Et donc, on ne peut pas avoir l'intégralité de la psyché humaine représentée. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est le fait que c'est une science humaine et que c'est l'humain qui est à la base de ce qu'on observe. La deuxième difficulté, c'est la place de l'expérimentation, la place des expériences. Donc la place de l'expérimentation, des expériences, elle est particulière en économie et en sciences humaines. Pourquoi ? Parce que les résultats qu'on va trouver dans des expériences vont dépendre de quand et de où on fait cette expérience. Les résultats qu'on trouve dans cette expérience dépendent de la société dans laquelle on l'a fait, dépendent de l'époque. Si je fais la même expérience en France et au Japon, je ne trouverai pas forcément les mêmes résultats. Si je fais la même expérience dans la France d'aujourd'hui et dans la France il y a 1000 ans, je ne trouverai pas les mêmes résultats. Et donc, je vous ai dit qu'il fallait trouver des régularités dans les phénomènes économiques pour établir des lois. Si les résultats dépendent à chaque fois de où on fait, de quand on fait, les régularités sont d'autant plus difficiles à trouver. Établir des lois est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas de régularité, puisque ça dépend d'où on fait l'expérience, de quand on fait l'expérience. De plus, quand on fait une expérience, en sciences humaines, on ne peut pas maîtriser tous les paramètres. On ne peut pas maîtriser la vie des gens. Je ne peux pas obliger les personnes sur lesquelles je fais une expérience
à se lever à 7h30 du matin et pas à 7h31 ou à 7h29. Les gens l'ont bien envie. Donc je ne peux pas tout maîtriser. Si vous faites une expérience en physique, vous pouvez maîtriser le poids d'un objet, vous pouvez maîtriser sa vitesse, etc. En sciences humaines, je ne peux pas maîtriser la vie des gens, l'intégralité de leur vie. Et si je ne peux pas maîtriser l'ensemble des paramètres, c'est difficile de reproduire une même expérience et de retrouver les mêmes résultats. Puisqu'il y a des choses que je ne connais pas forcément. Faire calculer des atomes, ils s'en fichent de faire mal aux atomes. L'économiste qui veut savoir si les allocations sociales, ça crée de la désincitation à l'emploi ou non, je ne peux pas faire une expérience où je dis bah, j'enlève toutes les allocations aux gens, puis je verrai comment ça se passe. Parce que ces gens, je vais les mettre dans la misère, je vais les mettre dans la pauvreté, je sais que je vais leur faire du mal. Donc c'est une expérience, je ne peux pas la faire. Alors que dans l'idée, si je voulais répondre à ma question, est-ce que les allocations sociales, ça crée de la désincitation à l'emploi, est-ce que c'est vraiment de l'assistanat? Je peux faire un design expérimental pour répondre à ça. Mais d'un point de vue éthique, si je le fais, je risque de mettre en danger la vie de certaines personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on se refuse de faire. On ne peut pas faire et qu'on ne veut pas faire. Donc forcément, c'est plus compliqué de faire des expériences. Il y a des choses que vous ne voulez pas tester. Il y a des expériences que vous interdisez de faire. Donc ça, c'est ce qui concerne la place de l'expérimentation en économie. Les difficultés de faire une expérience et de reproduire des expériences pour avoir des régularités et les problèmes éthiques que ça pose. La troisième difficulté, c'est le problème d'identifier les causes et les conséquences. Identifier les causes et les conséquences d'un phénomène, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Identifier qu'est-ce qui est une cause, qu'est-ce qui est une conséquence, c'est pas toujours évident. Et établir une chaîne comme ça, causale entre les phénomènes, c'est parfois comme démêler une pelote de laine. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, il y a des nœuds partout. Donc par exemple, si j'essaye de faire des liens causaux entre les phénomènes, je vais dire la demande d'un bien a baissé. La demande d'un bien a baissé, pourquoi? Je vais dire, la demande d'un bien a baissé, c'est certainement parce que le prix de ce bien coûte plus cher. Quand quelque chose coûte plus cher, les gens en achètent moins, donc la demande baisse. Oui. Ah, vous étiez donc le prix du bien a augmenté, donc la demande a baissé. Oui, ça c'est vrai, mais pas tout le temps, pas pour tous les types de biens. Parfois, la demande d'un bien peut baisser parce que le prix a baissé. C'est notamment le cas des biens de luxe. Les biens de luxe, c'est des biens qu'on va acheter pour montrer qu'on a de l'argent. Donc s'ils coûtent moins cher, ils sont moins intéressants à acheter parce que ça montre moins qu'on a de l'argent, donc la demande baisse. Donc l'identification causale, savoir est-ce que la demande a baissé parce que le prix du bien a augmenté, le prix du bien a baissé, pourquoi, etc. C'est pas quelque chose d'évident à faire tout le temps. C'est pour ça notamment qu'on va créer des modèles, qu'on va avoir recours à la formalisation pour simplifier la réalité et pouvoir établir ces chaînes causales. Ça
à ça que ça sert les modèles, ça sert à simplifier et donc pouvoir établir les causes et les conséquences. Pardon. À la formalisation, à la modélisation. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été des questions par rapport à ce qu'on a vu, peut-être une dernière question.